Chaque année, près de 30 000 personnes sont secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte 11 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la 5e saison de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Didier, un vacancier, est victime d'une attaque cardiaque au large de la plage de Saint-Georges-de-Didonne. Sous les yeux de sa petite fille Fanny, un nageur sauveteur, Maxime, s'élance pour le secourir. C'est une course contre la montre qui s'engage pour le ramener à la vie. Je m'appelle Didier. J'ai 72 ans passés, c'est pas vieux. Je suis retraité depuis 2009. On est depuis une quarantaine d'années à Saint-Georges et nous sommes à la plage tout l'été. Saint-Georges touche Royan, c'est de l'agglo de Royan et on est très bien à Saint-Georges-de-Didonne. En plus, on a la mer qui est à 250 mètres de la résidence. On y est très bien. On est principalement 3-4 mois de l'été. Et puis, on en profite un maximum. On a des amis dans la résidence. Et puis, on est très bien à Saint-Georges-de-Didonne. Pendant les vacances scolaires, nous accueillons nos 2 petites filles. Fanny, donc, a 16 ans, la plus vieille, et Lisa, qui a 14 ans. Elle vient de la mer parce qu'elles adorent ça. Et puis, vu leur âge, elles se sont fait des copains dans la résidence qui se retrouvent tous les ans. Je m'appelle Fanny, j'ai 16 ans. Je viens de Châtellerault, à côté de Poitiers. À Saint-Georges, on y va 3 semaines chaque été. On a un groupe d'amis et quand on était petits, c'était beaucoup la plage. Et après, on restait dans la résidence, on faisait des cabanes, des cache-cache, des loups-garous. Puis on a grandi, puis on a eu de liberté, on pouvait aller à Royan en vélo. On sortait manger des glaces, sortait à la plage le matin, le soir, en ville des fois, regarder des matchs de foot ou des choses comme ça. Je pense que c'est les meilleurs souvenirs que j'ai actuellement. J'ai appris à nager tout seul dans un lac et puis tout doucement apprendre à faire la planche quand je me sens un peu fatigué ou pour me relaxer. Tout simplement, la planche, c'est idéal. J'adore nager, c'est obligatoire. Tous les jours, sans exception. Mais c'est après la sieste, principalement. Aussitôt la sieste, la plage, on se retrouve les jeunes et les parents. Et on s'amuse au ballon. Et l'objectif, c'est la bouée, qui est à 300 mètres. L'année dernière, le 17 juillet, les petites filles sont avec nous et nous profitons d'une belle journée. Donc une journée comme toutes les journées d'été. Le déjeuner, la sieste et après la plage. On décide d'aller à la mer avec Lisa, ma sœur, et Erwan, mon meilleur ami. Et Papy et Philippe, ils nous rejoignent plus tard. Philippe, c'est le père d'Erwan. Et quand ils arrivent, on joue un peu au ballon et on décide d'aller à la bouée. Et Papy arrive, il va chercher Daniel, le voisin. Et on part à la bouée tous ensemble. Bon, moi, je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans, nageur sauveteur à la SNSM depuis 3 ans maintenant. Quand j'étais petit, j'allais beaucoup dans le sud de la France et on faisait beaucoup de surf avec mon père. Et il y avait beaucoup de sauveteurs au bord de l'eau et ils m'ont sauvé déjà 2-3 fois et donc j'admirais et ils avaient énormément de charisme. Et je me suis dit, je veux rejoindre un jour les sauveteurs. J'ai fait 2 saisons en piscine à Angers et j'ai fait une saison à Saint-Malo où je me suis retrouvé à tourner sur tous les postes de Saint-Malo et donc l'année suivante, l'année dernière, je me suis retrouvé à surveiller à Saint-Georges-de-Didonne pendant l'été.
Saint-Georges-de-Didon est rattaché à la CARA, la communauté d'agglomération Royan-Atlantique. Et donc, sur toute cette côte, il y avait 150 sauveteurs. Et nous, on était sur le poste des Oliviers, le plus gros poste de Saint-Georges-de-Didon, avec un poste effectif à 10, puisqu'on avait 800 mètres de zone à surveiller sur la plage. Le 17 juillet 2024, j'arrive au poste de secours à 14h, comme le veut mon emploi du temps. J'arrive, donc il y a tout le poste déjà qui est opérationnel, et généralement le mercredi, il y a plus de monde sur la plage. Il y a un peu de vague, donc le chef de poste décide de mettre drapeau jaune, en sachant que le vent vient de terre, donc permet d'emporter vers le large, notamment par exemple avec des objets flottants pour les enfants, des bouées. Donc on va nager tous ensemble, on était 5, donc Papy, Lisa, Erwan, Daniel, un voisin, et moi. Sauf que en fait avec le courant on est emporté et on n'arrive pas tous à la même bouée. Donc tout se passe bien, on descend, on fait nos rotations. Et donc je décide de rejoindre mon collègue Milan. Et là on voit deux groupes partir. Un groupe de jeunes de 4-5 personnes et un groupe plus âgé avec 3 personnes. Et donc ces personnes s'écartent au fur et à mesure. Et moi je dis à mon collègue Milan, là-bas les personnes plus âgées, je sais pas, je sens pas un truc. J'arrive à la bouée avec Erwan. Et sur le retour, je fais la course avec Erwan comme à l'aller. Papy m'appelle pour me dire qu'il se sentait pas bien, du coup je le rejoins. Et là il me dit qu'il est essoufflé, donc je commence à le tenir. Je commence à essayer de nager. À l'école, on nous avait appris un peu à la piscine à tenir les gens pour les ramener ou quoi, mais le ramener au bord du sable, c'était trop compliqué. Il respire, il est essoufflé, il respire lentement, donc je sens qu'il a du mal. Et puis il nage, mais il est un peu dans son monde, quoi. Il a les yeux perdus, il regarde dans le vide et il essaye de nager et de se concentrer sur sa respiration en même temps. Mais je vois que ça fonctionne pas, quoi. Je vois que, ouais, il est perdu, il comprend pas ce qui lui arrive. Et là, dans ma tête, je me dis qu'on ne retournera pas à la bouée, que c'était la dernière fois. Mais pour moi, je me doute pas de ce qui va suivre après. On nage comme ça tous les deux. Erwan lui dit de se mettre en planche, parce que depuis qu'on est tout petit, Papy nous disait quand on était fatigué, on se mettait en planche et on se remettait à nager. Donc Papy se met en planche, il se remet à nager, il fait ça 2 fois. Et au bout de la 3e fois, il reste sur le dos et quand je lui demande de me répondre, il répond pas. Je lui demande de serrer la main, il répond pas, donc je commence à me mettre derrière lui, le tenir sous les aisselles. Et en même temps, je fais des grands signes de la main, je crie. Mais c'est long. Je vois des grands signes au large. Et là, je regarde autour de moi sur la plage, parce que généralement, il y a des gens qui font coucou sur la plage quand ils ont atteint la bouée des 300. Et donc à ce moment-là, je sens que c'est pas un coucou. Et on a une phrase qu'on se répète à la SNSM, c'est dans le doute, pas de doute. Et je rattrape mon collègue Milan et je dis là, ils font pas coucou, il faut qu'on y aille. On se pose pas de questions avec Milan, on part tous les deux vers le bateau. Je me mets à l'avant et lui à l'arrière, on met le bateau à l'eau, il se met en position pour pouvoir piloter. Et là j'entends go go go, plein de gaz, on y va. Je sais exactement ce qu'il va faire, je sais exactement comment il va réagir et même lui il sait comment je vais réagir face à la situation. Peu importe l'endroit où on vienne, que ce soit de Marseille, Lille, Angers, Toulouse, grâce aux mêmes formations communes qu'on a. Et à partir de ce moment-là, je vois une personne assez corpulente dans l'eau et je décide de sauter et donc de la prendre dans mes bras. J'ai cette personne dans mes bras et j'effectue une prise de conscience pour pouvoir savoir déjà si elle est consciente ou inconsciente. Et avec ma main droite, je lui demande d'effectuer des gestes simples. Monsieur, monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux.
Il n'a aucune réaction. Le temps que Milan fasse son demi-tour, je pose ma main sur son ventre et je ne ressens plus rien. À partir de ce moment-là, je me dis c'est pas possible, il est en arrêt cardio-respiratoire. On apprend généralement que les chances de survie d'un arrêt cardiaque sont très faibles. Je me dis on va attendre le SAMU sur la plage et on va attendre que le médecin urgentiste nous dise que c'est fini et que la personne ne reviendra pas. Et donc là, à ce moment-là, dans ma tête, c'est très confus, puisque du coup, je me prépare psychologiquement au retour sur la plage. Je sais que je tiens quelqu'un qui ne respire plus et qui est susceptiblement décédé. Et après, les sauveteurs prennent papy sur le bateau. Il y a un sauveteur qui vient me demander si j'arrive à rentrer et je dis que oui. On remonte la personne dans le bateau, je l'ai dans mes bras tout le long du trajet. Mes collègues qui étaient au poste de secours ont préparé la zone pour faire évacuer plus facilement la personne. On la sort du bateau et on la ramène vers une zone sec, vers le poste de secours. Et donc première analyse du défibrillateur, pas de choc. On sait généralement quand il n'y a pas de choc, c'est que vraiment le cœur en fait est à l'arrêt. Milan commence immédiatement le massage. Je me positionne tout de suite à la tête pour libérer les voies aériennes. On commence donc 5 insufflations starter. Ensuite, il y a Milan qui enchaîne donc 30 compressions thoraciques. Et puis moi, comme je suis à la tête et que j'ai un autre collègue pour m'aider, on réalise 2 insufflations manuelles. Donc un cycle de 30 compressions thoraciques et 2 insufflations manuelles. J'arrive sur la plage, j'essaie de raconter, mais en fait quand je sors, je dis à Erwan et Philippe, le seul truc que je dis c'est qu'il va pas s'en sortir. Je récupère ma sœur, je lui explique un peu mieux parce que elle est un peu plus petite quand même. Avec Lisa et Erwan, on prend nos téléphones et on rentre à la résidence pour expliquer à mamie et Christine ce qui se passe un peu. Pas leur laisser trop dans le flou ou qu'elles s'inquiètent, même s'il y avait des raisons de s'inquiéter quand même, mais pour les rassurer quand même un peu. Moi, positionné à la tête, je me rappelle de ce que m'avait dit un ami l'été d'avant à Saint-Malo, qui lui pareil avait eu un arrêt cardiaque, mais où la personne avait succombé à son arrêt. Il m'avait dit mais en fait quand tu es à la tête, tu sais pas vraiment ce que ça fait. C'est vraiment que j'ai vu à travers ses yeux la mort. Et donc au moment où je me mets à la tête, je vois les yeux de Didier, un vide dans ses yeux. Et je repense donc à ses paroles. Et je me dis, waouh, je vois la mort à travers ses yeux. Je pensais sincèrement que la personne que je tenais entre les bras était morte. Nous, on sait qu'en tant que secouriste, on ne peut pas dire qu'une personne est morte tant qu'un médecin ne l'a pas pris en charge. Et donc, moi, je sais qu'intérieurement, j'attends tout simplement l'arrivée des pompiers et du SAMU pour qu'un médecin puisse dire pour cette personne, c'est fini. Je me mets dans un état émotionnel qu'on pourrait qualifier de flow. C'est vraiment le fait d'être dans sa bulle et de se concentrer que sur la tâche qu'on effectue, d'être dans un sentiment vide et de pouvoir travailler et faire ce qu'on a à faire pendant des heures sans forcément qu'on voit le temps autour de nous compter. Avec Milan et les 2 autres collègues qui sont autour de nous, on sait exactement ce qu'on doit faire sans qu'on puisse forcément se parler puisque on était pas connectés mais on avait nos automatismes et on savait exactement quoi faire à quel moment. Et donc moi je continue à la tête et à un moment donné mes doigts commencent à se tétaniser. D'obtenir le masque, je demande donc un relais à mes collègues. Et en me relevant, je vois qu'un périmètre de sécurité est fait autour de moi.
Je regarde ma montre de nouveau, je vois qu'il est 17h20. Et donc il y a déjà 20 minutes qui viennent de s'écouler. Et je décide d'aller vers deux personnes un peu plus attristées. Et c'était Philippe et un autre de ses amis. Et donc Philippe commence à me raconter un peu son histoire. Et donc il commence à me dire que ça fait depuis 30 ans qu'ils se connaissent. Et donc que ça fait depuis 30 ans avec leurs petits-enfants qui vont à la bouée des 300 tous les ans. Je ressens énormément d'émotions. Je suis un peu perdu. J'ai mes collègues à côté qui massent Didier. J'ai aussi à prendre en charge des personnes atteintes psychologiquement par les événements. Philippe me dit que la personne qui tenait dans les bras était sa petite fille. Je cherche sur la plage où est partie cette jeune femme parce qu'elle aussi elle a besoin d'être prise en charge. Sauf que je ne la retrouve pas. Mamie, elle a les pompiers au téléphone. Il lui explique un peu ce qui se passe, comment ça se déroule sur la plage, ce qu'ils vont faire. Et avec Erwan, on retourne sur la plage pour récupérer le reste de nos affaires parce qu'on n'avait pris que nos téléphones. Donc on retourne chercher le reste. Et au moment où on arrive, je reçois un message de Lisa qui me dit que les pompiers ont dit qu'ils respiraient de nouveau. Au bout de 28 minutes de massage, le cœur de Didier repart. C'est un soulagement pour moi et pour Philippe, son ami. C'est vraiment, entre guillemets, quelque chose de miraculeux que son cœur puisse rebattre alors qu'il s'est arrêté pendant 28 minutes. À ce moment-là, je vois papy sur un brancard sur le côté. Donc il l'emmène dans le camion de pompiers. Les pompiers viennent tout juste d'arriver avec les urgentistes. On commence sur ordre du médecin urgentiste, à brancarder Didier vers le camion du SAMU. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que tout se soulage finalement. Notre chef de secteur prend la décision de ne pas tout de suite faire réouvrir la surveillance, à ce qu'on puisse nous aussi extérioriser sur ce qui vient de se passer. Émotionnellement et psychologiquement, c'est très dur. Et donc le fait justement d'avoir ce temps de décompression nous permet aussi à nous, en tant que sauveteurs, parce qu'on reste avant tout humain, de pouvoir souffler tranquillement. À la suite de cette intervention, on voit Philippe qui vient au poste de secours tous les jours pour nous donner des nouvelles de Didier. Et donc Philippe nous dit que ça va de mieux en mieux tous les jours. Et au bout de 3 semaines, il nous dit que Didier est enfin sorti du coma. J'ai été transféré à l'hôpital de Saintes et après je me suis réveillé et après 8 jours en réanimation, après une semaine en soins intensifs et la 3e semaine en cardiologie. Et après, sortant de l'hôpital de Saintes, je suis arrivé donc à Saint-Georges-de-Lidonne et je suis allé voir les sauveteurs. Et je leur ai offert un petit apéro dînatoire. Il y a un apéro qui est organisé le 23 août. J'ai énormément d'émotions qui m'arrivent, puisque je n'ai pas revu Didier depuis, et la dernière image que j'ai de cette personne, c'est allongé sur le sol avec ses yeux vides. Et là, je vois donc des yeux remplis de joie, de bonne humeur. Et en arrivant, donc je serre la main à tout le monde et je serre la main à Didier. En lui serrant la main, dans ma tête, je lui refais la phrase de conscience qu'on a en tant que secouriste. Monsieur, monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Et donc là, il me serre les mains et ça me crée en moi un énorme soulagement de me dire que j'ai réellement sauvé une vie. Ça fait aussi extrêmement plaisir aux collègues justement aussi de le revoir, qui eux aussi ont participé au massage. C'est extrêmement chaleureux et ça faisait énormément d'émotions, le fait aussi qu'ils reviennent et qu'ils nous remercient pour ce qu'on en a fait.
Sur les quatre qui m'ont mis des petits mots sur le fanion qu'ils m'ont fait, il y en a un qui m'a mis un bon rétablissement, et il y en a un aussi qui m'a mis profiter de la vie et d'avoir surmonté cette épreuve. Maxime, oui, m'a mis sur le fanion, très heureux d'avoir pu me redonner un très grand sourire. Mathéo, Antoine, Maxime et Erwan, aux 4 coins du fanion, que je garderai toute ma vie. Les sauveteurs, c'est tous des jeunes qui sauvent des vies, des jeunes et des moins jeunes comme moi, mais qui sauvent des vies, donc c'est bien appréciable et j'espère les revoir cette année, de sorte, du moins je ferai en sorte de les revoir et puis de les remercier. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. 200 ans de vie sauvée, ça ne s'oublie pas. Aujourd'hui comme hier, les sauveteurs en mer ont besoin de vous. Faites un don sur snsm.org. C'était le 5e épisode de la saison 5 de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée au micro de Chloé Vibo, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Deferrand, mixée par Ben Oriel et produit par l'Acmé.